Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Je ne vais pas lire tout le roman. Simplement, le 15 novembre 1828, Victor Hugo s'engageait par contrat à livrer, le 15 avril 1829, au plus tard, à l'éditeur Gosselin, un roman intitulé Notre-Dame de Paris. Il va cependant retarder et retarder encore, non sans d'âpres querelles avec Gosselin, l'heure de se mettre à la besogne. Il s'y décide le 25 juillet 1830. Mais la Révolution éclate le surlendemain. Hugo s'interrompt et c'est en septembre seulement qu'il se jette dans le travail. Le poète racontera sa femme s'était acheté une espèce de maillot ou de scaphandre en laine grise qui l'enveloppait du cou jusqu'aux pieds inclus. Et c'est sous cet appareil de plongeur que, du matin au soir, pendant 4 mois et demi, 1er septembre 1830, 14 janvier 1831, il s'enferme pour écrire dans une tension acharnée. Les 2 volumes de Notre-Dame parurent le 16 mars 1831. Alors j'ai choisi un petit passage où Victor Hugo explique ce qu'est Notre-Dame de Paris comme édifice, l'art plus roman, mais pas encore gothique, ou un peu des deux. C'est pas trop long. Notre-Dame de Paris n'est point, du reste, ce qu'on peut appeler un monument complet, défini, classé. Ce n'est plus une église romane, ce n'est pas encore une église gothique. Cet édifice n'est pas un type. Notre-Dame de Paris n'a point, comme l'abbaye de Tournus, la grave et massive carrure, la ronde et large voûte, la nudité glaciale, la majestueuse simplicité des édifices qui ont le plein cintre pour générateur. Elle n'est pas, comme la cathédrale de Bourges, le produit magnifique, léger, multiforme, touffu, hérissé, efflorescent de l'ogive. Impossible de la ranger dans cette antique famille d'églises sombres, mystérieuses, basses, et comme écrasées par le plein cintre, presque égyptienne, au plafond près, toute hiéroglyphique, toute sacerdotale, toute symbolique, plus chargées dans leurs ornements de losanges et de zigzags que de fleurs que d'animaux que d'hommes, œuvre de l'architecte moins que de l'évêque. Première transformation de l'art, toute empreinte de discipline théocratique et militaire qui prend racine dans le bas empire et s'arrête à Guillaume le Conquérant. Impossible de placer notre cathédrale dans cette autre famille d'églises hautes, aériennes, riches de vitraux et de sculptures, aiguë de forme, hardie d'attitude, communale et bourgeoise comme symbole politique, libre, capricieuse, effrénée comme œuvre d'art. Seconde transformation de l'architecture, non plus hiéroglyphique, immuable et sacerdotale, mais artiste, progressive et populaire, qui commence au retour des croisades et finit à Louis XI. Notre-Dame de Paris n'est pas de pure race romane, comme les premières, ni de pure race arabe, comme les secondes. C'est un édifice de la transition.
L'architecte saxon achevait de dresser les premiers piliers de la nef lorsque l'ogive, qui arrivait de la croisade, est venue se poser en conquérante sur ces larges chapiteaux romans qui ne devaient porter que des pleins cintres. L'ogive, maîtresse dès lors, a construit le reste de l'église. Cependant, inexpérimentée et timide à son début, elle s'évase, s'élargit, se contient et n'ose s'élancer encore en flèche et en lancette comme elle l'a fait plus tard dans tant de merveilleuses cathédrales. On dirait qu'elle se ressent du voisinage des lourds piliers romans. D'ailleurs, ces édifices de la transition du roman au gothique ne sont pas moins précieux à étudier que les types purs. Ils expriment une nuance de l'art qui serait perdue sans eux. C'est la greffe de l'ogive sur le plein cintre. Ce qui est intéressant dans toute cette description, c'est les nuances